Bonjour et bienvenue en direct sur France TV, en direct d'un endroit atypique, une écurie de la Sarthe, pour une émission spéciale, une édition très spéciale en compagnie d'Equistratis. Et un bon nombre de membres d'Equistratis qui se sont réunis ici. On en reconnaît quelques vedettes, ainsi Mathieu Abrivard, Pierre Belloche, Thierry Duval-Destin qui est là, Monsieur Boucret, Charlie Marie et ces trois personnages avec qui nous allons discuter. Ce sont donc les principaux acteurs d'Equistratis. Et pourquoi nous sommes là, après avoir suivi, vous avez suivi ensemble un certain nombre de conférences, de présentations de ce think tank depuis le début du printemps. Et nous sommes ici et nous allons demander à son président, Donatien de Bourgard, eh bien, Donatien, qu'est-ce qu'on fait là dans ce studio totalement atypique? Bonjour à tous. Il s'est passé un événement un petit peu particulier, puisque j'ai été contacté par la chaîne Equidia il y a quelques semaines. Ils nous invitaient à participer à l'émission Equidia Turf Club. Et nous avons préparé cette émission avec toute l'équipe. Et à ma grande surprise, samedi midi, j'ai été contacté par une des personnes d'Equidia qui m'a dit que nous n'étions pas les bienvenus et que les présidents des sociétés mères ne souhaitaient avoir aucune personne d'Equistratis sur le plateau désormais. Donc plus de droit à la parole. Plus le droit de rien dire. Voilà. Bon, eh bien, c'est pas grave, on est là ensemble, en direct sur France Cyr, avec Monsieur Franck Morino, qui est ici au bout de la table, qui nous parlera un petit peu plus tard de nombreuses données très importantes, et Jacques Carle. Alors Jacques Carle, vous l'avez suivi donc lors des conférences. Jacques Carle s'est rendu célèbre dans le monde des courses avec ce combat contre GDE, un combat réputé ingagnable. Et finalement, ce combat a été remporté. Alors Jacques, première question, qu'est-ce qui peut bien faire si peur aux sociétés mères? Écoutez, je me pose la question parce que la censure n'est jamais un moyen de gouvernement. Toutes les fois que dans l'histoire la censure a été exercée, ça s'est très mal terminé. Alors je souhaite au président des deux sociétés mères de revenir sur cette décision qui est incompréhensible. Nous travaillons depuis maintenant plusieurs mois pour essayer d'améliorer la situation d'une filière qui est en crise. Et manifestement, ils ajoutent à la crise des décisions qui n'amélioreront pas la situation. Nous avons des propositions qui ont pris forme depuis maintenant 6 mois, qu'Equistratis travaille, propositions que nous présenterons dans le détail au début du mois de juillet. Mais l'émission d'Equidia était l'occasion pour nous de présenter les grands points que nous allons développer dans ces propositions. Et comme nous n'allons pas à l'émission d'Equidia, nous allons les développer, nous en réjouissons, sur France Cyr. Dans un cadre tout à fait naturel. Alors avant de passer aux propositions, parce que pour la première fois, donc, nous allons avoir des propositions, du concret, tout d'abord un bilan. Écoutez, le bilan, en quelques mots et en quelques chiffres, c'est un bilan qui est angoissant. Je reprends d'ailleurs des chiffres qui existent aussi bien dans les documents du PMU que dans les documents de France Gallo ou du Trot. Il y a une baisse structurelle des enjeux de l'ordre de 300 millions par an depuis maintenant 5 ans. Et ce qu'il y a de plus grave, mais ce qui en est aussi la conséquence, c'est que les résultats des deux sociétés mères depuis maintenant 6 ans sont gravement en perte. C'est une perte moyenne de 30 à 50 millions d'euros. Ce qui fait que les réserves de ces deux sociétés, qui étaient des réserves importantes, elles étaient de 400 millions d'euros pour une des sociétés mères et de 200 millions d'euros il y a 5 ans, aujourd'hui approchent de à peine 100 millions d'euros et on craint, et d'ailleurs c'est ce qui se dit, c'est ce qu'elles disent elles-mêmes, on craint une cessation de paiement à la fin de l'année 2018. C'est un mot très grave que vous prononcez. Oui, mais c'est un mot très grave que je prononce parce qu'elles l'ont prononcé et qu'elles le disent elles-mêmes et qu'elles en discutent dans leurs instances. Une cessation de paiement, il faut rappeler ce que c'est. Une cessation de paiement, que ce soit une entreprise ou que ce soit une association, ça veut dire qu'elle n'est plus en mesure de faire face à ses engagements. Si elle n'est plus en mesure de faire face à ses engagements, il y a mise en œuvre d'une administration judiciaire par des spécialistes de la question, les administrateurs judiciaires qui prennent le pilotage des différentes entités. Mais ça signifie que le monde des courses, le monde hippique, qui dépend des ressources des sociétés mères, se trouvera embarqué dans la cessation de paiement des deux sociétés mères et le PMU aussi, puisque le PMU n'est qu'un GIE qui dépend des deux sociétés mères, qui a ce qu'on appelle la transparence fiscale. Le PMU n'a pas de résultat. Les ressources qui sont générées par le PMU vont irriguer l'État d'un côté et les sociétés mères de l'autre. Donc l'idée même d'une cessation de paiement, c'est une idée de cessation de paiement pour l'ensemble des professionnels. Pire, les comptes des professionnels qui aujourd'hui sont gérés par les sociétés mères
peuvent se trouver bloqués du fait de la cessation de paiement. Je ne le souhaite pas. Je veux juste dire que employer ce terme n'est pas neutre. Et si les sociétés mères l'emploient, elles l'emploient à dessein, ça veut dire que la situation est excessivement grave. Alors, avant de passer donc aux propositions concrètes, j'aimerais qu'on parle un peu d'un personnage important au niveau d'un membre fondateur, en tout cas, d'Equistratis, ce think tank, Franck Moreno. Franck Moreno, qui va prendre le micro. Alors, Franck, déjà, en quoi vous avez été concerné par Equistratis, par votre parcours professionnel et passionné des courses? Disons que je suis éleveur puis propriétaire de chevaux. Et puis moi, je fais contribuer cette activité de fun le week-end avec des amis. Donc j'ai l'occasion de rencontrer des entraîneurs. Je dirais qu'on qualifie quelquefois de petits, mais la réponse sur les sociétés mères, que fait la société mère, l'interdiction de la diffusion sur les gens, c'est petit. Il existe des jeunes qui le font par partie de cette chemin de boucher leur entraînement. Et je trouve que c'est pas quelque chose en France qui mérite de rester. Alors, c'est que le week-end. Moi, je travaille dans un laboratoire pharmaceutique qui m'emmène à l'étranger du lundi au vendredi. Mais cette semaine, j'ai l'occasion d'être en France et je suis vraiment ravi de porter leur message et de leur dire que Equistratis a vraiment une équipe soudée et très compétente et qui s'humanise sur les projets d'avenir, sur les idées. Et je suis vraiment sûr que d'autres instances mettent un œil averti et intéressant sur ça. Moi, un bon témoin des propriétaires qui sont à l'étranger, qui vous offrent les moyens d'avoir des chevaux de course, des gens comme vous, les pros de métier au galop, de moins en moins. Parfois, vous êtes concernés, vous avez des moyens par cette difficulté des professionnels. C'est ça de concevoir l'expérimentation avec quand vous avez des amis qui le week-end vous disent ça va être difficile ce mois-ci de boucler le fin de mois de mes salariés, des frais d'alimentation, vous ne pouvez pas rester sans réagir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'essaie aussi de voir ça dans un angle beaucoup plus grand. Je pense que pour la France, les chevaux, c'est un atout. Moi qui voyage beaucoup, c'est une super vitrine. Vous avez des hippodromes magnifiques. Vous avez, je pense, une puissance qui peut même attirer potentiellement des visiteurs et du tourisme. C'est aussi un lieu de rencontre dans nos campagnes mayennaises. Je prends l'exemple de la Mayenne. Vous allez à Méral, vous allez avoir une foule indescriptible les week-ends des courses de Méral. Ça veut dire qu'on crée un tissu social, un lien social auquel je suis très attaché. Tout cela est tout à fait intéressant. Maintenant, on va passer au concret, Jacques. Alors, des propositions, on les attend. On vous a entendu à de nombreuses reprises dire nous allons faire des propositions dans les conférences. Maintenant, les propositions, c'est l'heure de les donner. Alors, avant d'énoncer les propositions que nous sommes en train de former, je vais faire un commentaire sur les propositions qui viennent d'être faites par le PMU, le Trot et le Galop. Ils ont diffusé très récemment un document qui s'appelle « Plaidoyer pour un partenariat renouvelé avec l'État ». C'est un document où il y a beaucoup de choses et il y a des propositions qui me semblent miser beaucoup plus sur la bonne volonté de l'État que sur des décisions fortes de la part et des sociétés mères et du PMU. L'essentiel de la décision, et je dois avouer que c'est assez surprenant, c'est de rééquilibrer la fiscalité entre les paris sportifs offline et les paris hippiques. Il propose d'augmenter cette fiscalité de 80% sur les paris sportifs et de la diminuer de 20% sur les paris hippiques. Je ne suis pas sûr que ce soit le genre de proposition qui recueille l'assentiment de l'État, qui de toute manière est un des destinataires des ressources que génère le PMU, puisque l'État a recueilli cette année 850 millions d'euros et les sociétés mères un peu moins de 800 millions d'euros. Ce genre de proposition, ça veut dire que, encore une fois, les représentants de la filière comptent de manière exagérée sur la capacité de l'État à faire des efforts qu'il a déjà faits. Il faut rappeler qu'entre 2009 et 2012, l'État a déjà réduit la fiscalité sur les paris hippiques et qu'on ne va pas demander indéfiniment à l'État de faire des efforts. Je pense que la filière doit montrer qu'elle est vivante, doit montrer qu'elle est dynamique et doit montrer qu'elle est capable de se restructurer, de se réorganiser. Donc, les propositions que je vais faire partent de ce constat. La première des propositions, je l'ai déjà évoquée, mais je vais la développer maintenant, c'est qu'il y ait un pilotage commun. Alors, vous me direz, le PMU
dépend des deux sociétés mères, mais ces deux sociétés mères qui sont en situation de dépendance par rapport à une filiale qui leur apporte des ressources. Ce n'est pas une situation très équilibrée. Nous pensons qu'il faudrait un pilotage commun, une entité qui pilote l'ensemble des courses hippiques, tout en gardant au trot et au galop les fonctions de réglementation et de respect du code des courses. Il y a au plan économique, au plan de la gestion, des décisions qui doivent être prises par une entité unique. Parce qu'en parallèle, le PMU qui fait un chiffre d'affaires, grosso modo, la totale des enjeux, de l'ordre de 10 milliards d'euros, est contrôlé par des sociétés mères qui sont dépendantes de lui. Ça ne peut pas coller. Il faut absolument mettre en œuvre un autre dispositif. Mais en quoi cela est réalisable? C'est réalisable. Non, mais c'est pas du tout un fantasme. Moi, j'ai une longue habitude de la gestion des entreprises. Franck aussi. C'est une situation qui est complètement abracadabrantesque, pour reprendre le mot bien connu de Chirac. Il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion pour faire des économies et pour faire aussi une sélection dans le développement. Aujourd'hui, on a une inflation de jeu. On a peut-être une inflation de course. Il faut faire des choix. Quand le PMU dit que le développement export est extraordinaire. Il y a effectivement une croissance très importante. Le chiffre d'affaires export est au-delà de 1 milliard d'euros aujourd'hui. Mais 1 milliard d'euros, c'est un chiffre d'affaires qui génère finalement une rentabilité qui est beaucoup plus faible que la rentabilité des courses en France. Donc on ne peut pas indéfiniment miser sur une activité export qui va générer des ressources très inférieures aux ressources qui sont générées par la France. Il faut trouver un équilibrage et il faut donc relancer absolument les enjeux en France. Il faut redonner une attractivité aux courses hippiques en France qu'elles sont en train de perdre, et peut-être aussi qu'elles sont en train de perdre au profit d'autres jeux que sont les paris sportifs, que sont les jeux de poker. Il y a une dilution aujourd'hui à la fois des masses et une dilution des types de jeux qui, à notre avis, est dangereuse pour l'avenir des courses hippiques. Donc un pilotage commun. Vous avez dit beaucoup de choses, mais on va détailler, c'est quand même important. Donc le pilotage commun, d'accord. On a parlé des courses étrangères, ça veut dire quoi? Adieu aux courses étrangères, à part les groupes 1? Absolument pas adieu aux courses étrangères. Il faut rééquilibrer l'augmentation des courses étrangères par à nouveau une augmentation des courses en France. On ne peut pas fonder l'avenir du PMU sur une augmentation sans fin des courses étrangères. Il y a de très bonnes choses qui sont aujourd'hui entreprises à l'étranger. Il y a des partenariats très intéressants, mais il ne faut pas miser la compensation de la baisse en France par une augmentation équivalente à l'étranger. Il faut aussi s'occuper d'une augmentation des enjeux en France. Or là, on a l'impression que l'augmentation des enjeux à l'étranger tient lieu et place de l'augmentation des enjeux en France. Il faut faire des efforts. Il y a des choix qui ont été faits en matière publicitaire. On a créé Epic Série. Il n'y a pas d'évaluation suffisante de l'impact de toute cette décision. C'est là qu'il faut un pilotage commun pour évaluer l'impact de ces décisions. Et en termes de gestion, alors les France Gallo et le cheval français, à travers diverses assemblées d'ailleurs, reconnaît qu'ils doivent faire des efforts de gestion, ont commencé à les faire depuis quelque temps. Alors d'aucuns diront pas assez peut-être, mais enfin bon, il y a comme une espèce de prise de conscience et des actions qui sont menées. Est-ce que vous pensez que le PMU échappe à cet esprit de contrôle de gestion? Pourquoi? Comment? Et doivent-ils faire des efforts? J'observe que les coûts d'exploitation du PMU sont supérieurs à 600 millions d'euros et n'ont quasiment pas baissé, même si dans le plaidoyer, il est dit qu'il y a certains efforts qui sont faits. Il n'est pas normal que dans une telle situation de crise, il n'y ait pas des efforts plus importants qui soient faits sur les coûts. 600 millions d'euros, on a fait le calcul, une économie de 3% l'an pendant 3 ans, ce que n'importe quelle entreprise est capable de faire, permettrait d'économiser 50 millions d'euros. Et je dirais que le même processus au sein des sociétés mères, qui est engagé mais pas suffisamment, devrait aussi aboutir dans les 3 ans à une économie de 50 millions d'euros. 25 millions. Comme en plan social ou vous dites entre guillemets remettre les gens au boulot? Écoutez, le salaire moyen au PMU, sur 1380 salariés du PMU, le salaire moyen est à 100 000 euros par an, ce qui fait 4 000 euros net de salaire moyen par personne et par an. C'est quand même un niveau de salaire
excessivement élevés. Je pense qu'il y a des efforts à faire. Il y a une remise en question peut-être du modèle de gestion qui n'a pas véritablement été entrepris jusqu'à maintenant. On ne peut pas partir du principe que les efforts doivent être faits par une baisse des allocations, même si les allocations ont pas mal augmenté depuis une quinzaine d'années, mais dans les courbes qui sont présentées par le Trot et par le Gallo sur l'augmentation des allocations, on montre que ça a augmenté beaucoup plus vite que le SMIC ou beaucoup plus vite que l'inflation. On a juste oublié de faire une comparaison avec l'augmentation des charges des professionnels. Peut-être que cette augmentation des allocations a été plus que largement compensée par une augmentation des charges des professionnels. C'est ce que j'appelle mettre en place un véritable contrôle de gestion avec des indicateurs sérieux. Pour l'instant, ce ne sont pas des indicateurs sérieux. Est-ce que ça peut compenser la triste promesse de 10% de baisse des allocations à venir dans les mois qui viennent ou dès l'année prochaine? Je ne voudrais pas qu'à la baisse des enjeux, on ajoute une baisse des allocations et une demande d'augmentation de la fiscalité. Tout cela, ça évite de faire le point sur le coût de l'ensemble du dispositif. Je pense que le coût de l'ensemble est excessif. Compte tenu de la crise qui perdure depuis maintenant 6 ou 7 ans, il y a véritablement un arrêt sur image. N'importe quelle entreprise aurait fait un audit sérieux et un audit public et transparent. On nous parle du rapport McKinsey, très bien. Mais ce rapport McKinsey a été peut-être vu par 10 personnes. C'est absolument anormal. Et alors, là, vous parlez des sociétés mères, donc des gens, entre guillemets, qu'on connaît, qu'on côtoie tous les jours, avec lesquels il est facile de prendre langue. Enfin, facile, ça, c'est peut-être, vous direz peut-être pas le même avis, mais enfin, au moins, on les connaît sur les hippodromes. Mais au cours des conférences, vous nous avez beaucoup parlé de l'action au niveau public. Le fameux État qui ne peut pas tout, ainsi le dit justement Lionel Jospin. L'État qui a beaucoup changé d'ailleurs ces derniers jours, on a pu le constater. Et comment vous allez faire pour avoir un interlocuteur? C'est possible ou c'est un vœu pieux? Écoutez, on peut toujours avoir des interlocuteurs auprès de l'État quand on a des propositions solides et concrètes. L'État est lui-même dans cette affaire un petit peu en difficulté. Les recettes de l'État baissent. Il y a très peu de personnes qui s'occupent en fait des paris hippiques. Il y a une personne à la direction du budget, un administrateur que l'on a d'ailleurs rencontré qui est très compétent, qui s'occupe de l'ensemble des jeux. Il y en a 2 ou 3 au ministère de l'Agriculture. Pour des secteurs d'activité, enfin ne serait-ce que les courses hippiques, c'est 10 milliards d'euros. C'est complètement anormal. L'État n'est pas un bon actionnaire. Je pense que tout le monde l'a compris maintenant. Il faut absolument faire en sorte que l'État prenne ses responsabilités, mais délègue beaucoup plus. Mais pour déléguer, il faut qu'il y ait un pilotage commun du secteur hippique. S'il n'y a pas un pilotage commun, à qui vont-ils déléguer? Les 2 présidents des sociétés mères sont placés dans une situation difficile. Ils gèrent chacun leur domaine. Et parfois, ils ne sont pas d'accord. Il y a aussi le fameux équilibrage 50-50 qui donne lieu à des transferts d'un secteur à l'autre. Ce n'est pas une situation qui permet de prendre le taureau par les cornes et de résoudre cette situation. Donc il faut qu'au niveau de l'État, il y ait aussi, et on propose, qu'il y ait un délégué interministériel à la filière équine, parce qu'il y a aussi le sport équestre. Le monde du cheval, on dit que c'est 180 000 emplois. L'observatoire qui a été créé à cet effet chiffre à 180 000 personnes. Il y a peut-être plus d'acteurs physiques et d'acteurs économiques qui travaillent dans le monde du cheval. Je pense qu'un délégué interministériel mettrait de l'ordre, permettrait de prendre certaines décisions, notamment en matière de fiscalité. Alors, fin mars, vous avez jeté un pavé dans la mare au Lion d'Angers en disant on va attaquer l'État en justice. Rien que ça, on va attaquer le ministère des Finances puisqu'on parlait à l'époque des fameux live beating. Depuis, il y a eu la manifestation du JPFC qui a porté ses fruits, il a été suspendu. Et puis depuis, comme tout le monde le sait, il y a eu un certain changement au niveau gouvernemental. Est-ce que vous continuez à souhaiter attaquer le ministère des Finances en l'occurrence? Nous disions que cette décision avait été prise par l'État. Alors il se trouve que l'État, c'est à la direction du budget, c'est au ministère du budget que la décision a été prise. Nous avons remonté les filières. C'est une lettre qui a été signée en août 2016 qui autorise ces tests. Je signale au passage que ces tests ont été autorisés après qu'une commission consultative qui s'appelle la COGEX, où siègent les représentants d'ailleurs des sociétés mères et du PMU, ait donné leur aval. Mais toujours est-il que ce faisant, l'État contrevient à la loi de 2010 qui doit assurer une équité entre les différentes formes de jeu et ça ne doit pas déstabiliser des secteurs d'activité. Il est évident
que si le live betting, enfin les tests de live betting sont autorisés, ça peut déstabiliser encore plus la filière hippique. Donc nous, on est prêt à attaquer l'État si l'État autorise, pour la bonne et simple raison que l'on défend la filière hippique et qu'il n'y a aucune raison que l'État contrevienne à la loi qu'il est chargé de faire appliquer. Mais pour l'instant, les tests sont suspendus et d'après les informations que nous avons, et là je dois saluer l'action des JPFC, d'après les informations que nous avons, ils ne vont pas être réactivés demain. Mais la Française des Jeux pousse quand même à ce que ces tests aient lieu, parce que la Française des Jeux a reçu une lettre les autorisant à réaliser ces tests. Donc nous sommes vigilants. Alors, j'ai ouï dire que vous souhaitiez faire la création d'une agence de régulation, je prends mes notes, parce que j'ai triché, j'ai préparé mon émission, de régulation des jeux de l'argent et du hasard. Alors, évidemment, tout un chacun va dire, oula, encore une commission supplémentaire qui va se réunir on ne sait où pour prendre des décisions de je ne sais quoi qui ne seront évidemment jamais appliquées. C'est ça ou pas ? Alors, je rebondis là sur une proposition de la Cour des comptes. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes en octobre 2016 qui notait qu'en 2010, lorsque la loi de 2010 a été votée, il était prévu qu'il y ait un comité consultatif des jeux qui harmonise un petit peu les différents jeux entre eux. Il y a des jeux online, il y a des jeux sportifs, il y a des jeux de poker, avec une fiscalité qui est différente selon les jeux. Il est nécessaire qu'il y ait une régulation. Alors, il y a une autorité de régulation qui fonctionne très bien, c'est l'ARJEL, autorité de régulation des jeux en ligne. Mais pourquoi il y a besoin d'autre chose alors ? Mais parce qu'elle ne s'occupe que des jeux en ligne. Et je pense, et d'ailleurs, je rejoins le plaidoyer qui a été fourni par le PMU et les deux sociétés mères, il y a des différences de fiscalité, des évolutions fiscales qui font qu'il y a des distorsions, à l'évidence, de concurrence entre les paris sportifs en dur, entre les paris hippiques en dur, entre les jeux en ligne. Il faut... Mais c'est injuste, mais pas dans les proportions qui sont indiquées par le plaidoyer. Là, il est nécessaire qu'il y ait une autorité indépendante qui régule. Donc, 3 piliers. Un pilotage commun des courses hippiques, une délégation interministérielle pour l'ensemble du secteur cheval auprès du Premier ministre et une autorité de régulation indépendante qui régule enfin de manière coordonnée tous les jeux. Je peux vous assurer qu'avec ces 3 piliers-là, on aura une situation bien meilleure et on pourra prendre de bonnes décisions. Et les présidents des sociétés mères seront les premiers, devraient être les premiers à suivre ces propositions-là parce que ça va probablement sauver la situation des sociétés mères plutôt que de pratiquer une censure d'un autre âge. Est-ce que vous faites toujours confiance au PMU ou vous imaginez de vous appuyer aussi sur d'autres opérateurs qui existent déjà ou qu'il faudrait créer ? On y va, hein, on s'enflamme. D'accord. Alors d'abord, je voudrais dire que le PMU comprend beaucoup de spécialistes de grande qualité. Ce qui manque peut-être, c'est un cap, c'est une direction et c'est des choix. Mais encore une fois, il y a une créativité importante et il est hors de question de mettre en cause le rôle du PMU. C'est plus un fonctionnement à faire évoluer, mais surtout un cap à donner. Quand vous donnez un cap, vous dépensez moins et vous êtes plus efficace. On est dans une situation où il faut dépenser moins et être plus efficace. Maintenant, il y a d'autres opérateurs, mais les autres opérateurs, c'est pour les jeux en ligne. Je crois que les autres opérateurs, qui sont quand même régulés par l'ARJEL, seraient peut-être contents qu'il y ait une régulation encore plus globale. Tout le monde pourrait y trouver son compte, tout le monde pourrait plaider. Tous les matins, on lit dans les journaux où on entend, où on voit sur les réseaux sociaux, les bonnes idées de tel ou tel qui disent il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Eh bien, il faut qu'il y ait une manière intelligente de recueillir toutes ces initiatives et c'est pour ça que je pense que cette autorité indépendante de régulation est tout à fait nécessaire. Alors, on parle de jeux, de PMU, de chevaux, de courses, de jeux sportifs et de poker. Alors, depuis la fin de la régulation, la fin des monopoles, le PMU a fait beaucoup de choses dans le sportif et le poker. Est-ce que, à votre avis, c'est utile ou pas ? Alors là, je vais peut-être dire des choses qui ne vont pas forcément plaire, mais quand on analyse les comptes du PMU, on s'aperçoit que le poker et les paris sportifs, qui représentent un peu plus de 800 millions d'euros d'enjeux, sont à perte. D'ailleurs, les sociétés mères enregistrent dans leurs comptes chaque année la perte des paris sportifs et des jeux de poker. On peut se demander pourquoi le PMU a quitté son core business
pour aller vers ces jeux, même si effectivement il y a une appétence indéniable de la part des joueurs et des parieurs, notamment pour les paris sportifs. Le poker est plutôt en déclin. Est-ce que le PMU, mais je m'interroge, c'est une préconisation qui nécessite d'analyser très en détail, est-ce que le PMU n'aurait pas intérêt, peut-être à céder les parts de marché qu'il a conquises sur ces deux domaines-là, pour mieux se recentrer sur les paris hippiques? Des parts de marché, ça se vend. Ça permettrait aussi de recueillir des produits de cession dont l'ensemble du secteur a bien besoin, et d'avoir peut-être un fonds de développement qui faciliterait certains investissements qu'il est difficile de porter pour certaines sociétés mères. Non mais là, c'est une forme de question, mais en fait, c'est pas une question. Hein. Si vous le dites, c'est que vous en êtes convaincu. Non, c'est une question, mais il faut la poser. Elle n'a jamais été posée. Moi, je pose cette question. Quand on restructure un secteur, et on est là dans une phase de restructuration du secteur, ça va bien au-delà des aménagements fiscaux. Eh bien, il faut se poser cette question. N'importe quelle entreprise qui connaît certaines difficultés sur son métier principal va essayer de céder des métiers annexes qui sont faiblement rentables pour l'entreprise, mais qui peuvent être très rentables pour d'autres concurrents qui y verraient un intérêt. Donc je dis, la question doit être posée, elle doit être débattue. Vous me demandez tout à l'heure si on serait entendu. Je pense que des propositions comme celle-là doivent être analysées et entendues. Refuser de les entendre serait une erreur fondamentale. Et je pense que l'ensemble des adhérents de Equistratis doivent se mobiliser pour que ce genre de questions soit posées et qu'il y soit répondu. On ne peut pas être dans la censure des réponses non plus. Lors des différentes conférences, on a entendu parler d'un mot que tout le monde ne comprend pas, un modèle économétrique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un modèle économétrique? Vous nous aviez dit que vous prépariez des dossiers, etc. Quid? Est-ce qu'on est arrivé à quelque chose de concret? Alors, notre modèle est achevé. Ce modèle économétrique, c'est un modèle qui doit permettre, et je reviens à l'augmentation nécessaire des enjeux ou au redémarrage des enjeux, d'identifier quelles sont les variables qui ont un effet positif sur l'augmentation des enjeux et inversement, celles qui n'ont pas d'effet ou qui ont un effet négatif. Le modèle est construit. Il y a 19 variables qui ont été étudiées, le prix, la discipline, le nombre de partants, l'heure, le jour, la saison, la présence du quintet plus, le nombre et le type de pari. Je passe les détails. L'écart entre les courses ? L'écart entre les courses. On a déjà un certain nombre de résultats. Ce modèle est achevé avec des taux de corrélation très élevés. Les modèles économétriques, il y a ce qu'on appelle le R2, c'est le coefficient de corrélation. Plus le coefficient de corrélation se rapproche de 1, plus le modèle se rapproche de la réalité. On a des coefficients de corrélation de 0,8. On est donc très proche de la réalité. On va mettre ce modèle à la disposition des sociétés mères et du PMU. C'est un actif considérable. Il existe un seul modèle aujourd'hui aux États-Unis, il n'a pas autant de variables, il en a beaucoup moins. Et je sais que les sociétés mères et le PMU, c'est dans leur plaidoyer, sont en train de faire travailler une société mathématique, comme ils disent dans leur plaidoyer, pour bâtir ce modèle. Il est déjà construit. On veut bien confronter ce modèle à celui qui est en train de se construire, mais là, encore une fois, économisons l'argent. L'investissement est fait. C'est un des gros investissements de notre équipe depuis 6 mois. Ça serait vraiment idiot de ne pas l'utiliser. Mais d'ores et déjà, avec les éléments en notre possession, je rappelle qu'on utilise des données qui ne sont pas les données du PMU. Le PMU ne nous a rien donné, les sociétés mères non plus. On a été chercher ces données, on trouve beaucoup de choses sur Internet, mais on n'a pas tout. Mais il apparaît, par exemple, que lorsque 2 courses se suivent de moins de 1/4 d'heure, il y a une baisse des enjeux de près de 50%. Il apparaît aussi que 17% des courses ont moins de 8 partants, et quand les courses ont moins de 8 partants, il y a une chute très forte des enjeux. Il apparaît que les petits hippodromes sont souvent ceux sur lesquels les enjeux par course sont les plus importants. Ce qui revient d'ailleurs à se poser la question, non pas de la suppression des hippodromes, mais de la valorisation des hippodromes. C'est un véritable sujet. La France a un actif stratégique considérable. 242 hippodromes en France sur 500 hippodromes en Europe. Il faut saisir cette occasion. Il faut développer à tout prix l'animation sur ces hippodromes. Ça créera des ressources complémentaires. Voilà, il y a d'ores et déjà un certain nombre de conséquences qui ressortissent de ce modèle. Il y a certains jeux
qui n'ont pas d'effet ou très peu d'effet. Or, il y a une multiplication des jeux. Il faut peut-être simplifier. L'attractivité des joueurs dont on parle beaucoup, elle va dépendre aussi de la simplicité avec laquelle on les fait jouer. Il y a 4 jeux qui font plus de 80% des enjeux. C'est le simple, c'est le couplet, c'est le quintet plus et c'est le multi. Ces 4 jeux-là font 80% des enjeux. Il faut peut-être se poser la question, arrêter de multiplier, et surtout la composition entre les paris hippiques et les paris sportifs, turf foot, tout ça, on peut aussi se poser la question. Je pense qu'il faut revenir à la passion du cheval, il faut revenir vers des jeux plus simples, mais il faut utiliser aussi toutes les innovations de la technique pour faire en sorte que les joueurs utilisent à plein les données aujourd'hui sur Internet, enfin toutes les possibilités de jeux instantanés qui existent. C'est plutôt vers cela qu'il faut aller, plutôt que vers la création en permanence de jeux nouveaux qui tendent plutôt à compliquer les choses et à rebuter les joueurs qui ont envie de rejoindre le monde hippique. Alors, c'est bien, avec la valorisation des hippodromes, on a compté 7 vecteurs de progrès, 7 types de propositions pour chaque jour de la semaine. Et puis avec Xtratis, apparemment, il n'y a pas de dimanche. Donc des propositions qui seront, si j'ai bien compris, données par écrit avec un dossier complet à la mi-juillet. Mais maintenant, j'aimerais faire réagir un peu des membres de l'Assemblée. Mathieu Abrivard, peut-être, qui va venir nous rejoindre. Parce que ici, on parle d'avenir. On parle des jeunes, et Mathieu Abrivard, tout le monde le connaît. Qu'est-ce qui, Mathieu, parmi tout ce qui a été dit ici, a particulièrement marqué ton esprit et surtout te donne confiance en la poursuite de ton activité dans les années à venir? Eh bien, moi, je suis ici parce que je suis un jeune entraîneur, un driver, et je suis aux courses tous les jours. Et donc, en étant aux courses, on se rend compte de beaucoup de choses. On se rend bien compte qu'il y a de moins en moins de monde aux courses, que les parieurs ont une tranche d'âge quand même et qui ont du mal à se renouveler. Donc notre métier, c'est une passion avant tout et on a envie que ça dure encore le plus longtemps possible. Donc on a des sociétés mères qui sont des très grosses entreprises et comme toute entreprise, forcément, il y a des bons et des mauvais moments. Et c'est vrai que ça fait déjà maintenant depuis un petit moment que aux courses, on entend que ces filières vont de moins en moins bien et que nos entreprises chutent gentiment. Et là, justement, grâce à Xtratis, eh bien, on a des chiffres qui ressortent et donc il est grand temps de s'inquiéter. Donc j'espère pouvoir regrouper un maximum de collègues qui sont avec moi aux courses tous les jours pour être plus fort et essayer de remonter tout ça. Merci beaucoup Mathieu. Eh bien, parmi les collègues, tiens, il y avait quelqu'un qui était juste à côté de toi, Pierre Belloche. Pierre, qui va nous rejoindre. Pierre Belloche, une figure également très impliquée, malgré son jeune âge ou sa mine juvénile, dans les institutions, qui a son avis, qui a des choses à dire. Alors là, justement, à l'issue de toutes ces propositions à laquelle vous avez sans doute participé pendant leur élaboration, y a-t-il des éléments très particuliers sur lesquels vous voulez insister? Bonsoir. Bien entendu, les éléments importants qui me paraissent, c'est la gestion un peu des charges au niveau du PMU. On a bien entendu besoin d'économies pour sortir un petit peu de la crise. Et c'est vrai que j'aurais tendance à dire qu'on n'a pas envie de rester les bras croisés, on s'inquiète pour notre avenir et par le biais d'Xtratis, on nous donne la possibilité d'être un peu dans le feu de l'action et de comprendre un peu l'état des lieux, ou de faire l'état des lieux, voilà. Mais c'est possible ? On a des chances d'avoir du poids et d'être écouté de plus en plus. C'est une association pour essayer de travailler sur une même table ronde avec toutes les sociétés mères. Et je pense que dans ces moments de crise, plus il y a de cerveau, mieux c'est. Donc voilà, c'est uniquement dans ce but-là que je suis venu adhérer. Je trouve que c'est assez intéressant, il y a une bonne dynamique. Merci beaucoup. Alors parlons argent. On va demander au trésorier de venir. Jocelyn Robert. Merci beaucoup Pierre. Parlons finances, parce que les sous, c'est le nerf de la guerre, évidemment. Alors on entend aussi de là, je vais me faire peut-être l'avocat du diable, enfin bon, c'est mon rôle aussi, que Xtratis coûte cher, parce qu'il y a affaire à des professionnels, non pas de la profession, mais des gens qui sont, par leurs compétences, forcément, qu'il faut financer, ce qui est une évidence. Combien tout cela coûte et vers où on va au niveau des finances d'Xtratis?
Bonsoir. Donc déjà pour commencer, effectivement, Equistratis travaille le dimanche, puisque les bénévoles que nous sommes avons, pour certains d'entre nous, une activité autre que dans le monde du cheval. Nous vivons de notre passion, nous participons au développement de l'écosystème. Et pour répondre clairement à votre question, Equistratis s'est développé sous 3 segments financiers. Il n'y a rien d'anxiogène dans tout ça. Les choses sont très claires. Premier paramètre, nous avons levé des capitaux grâce aux membres fondateurs. Vous avez ici des membres fondateurs dont on connaît effectivement la légitimité, qui ont souhaité mettre 2 000 € chacun. Donc ça a été la première partie de la fusée. On a levé aux alentours de 30 à 40 000 €. Okay, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point a été donc de la matière première, de l'actif en nature, c'est-à-dire que les porteurs de parts d'étalons, également des hommes de terrain, ont souhaité effectivement mettre à contribution, j'allais dire, le résidu, l'usufruit de leur fonds de commerce à travers un actif financier. Et je dois rappeler effectivement que dans un process qui peut durer 2 à 3 ans, parce que Equistratis est né véritablement il y a 6 mois, mais ça fait pratiquement 1 an que nous sommes en marche. 1 an. Nous avons commencé d'une feuille blanche. Nous avons payé à Carl et Associés l'équivalent d'environ 120 000 €. Il n'y a pas de honte à avoir sur le sujet. Je rappelle qu'au global, Equistratis pourrait coûter, si la machine prend forme et se développe, globalement entre 15 et 20% du rapport McKinsey, qui coûtait à peu près 1 800 000 € hors taxe. Donc voilà, les choses sont claires, il n'y a pas à rougir. Vous avez une équipe de bénévoles qui a sélectionné un partenaire qui est un laboratoire d'idées au service de l'intérêt général. Et il faut arrêter sur ces propos qui, à mon sens, desservent la cause générale. Merci, c'est le moment de nous quitter. On va évidemment donner le mot de la fin. Merci à Jocelyn. On va évidemment donner le mot de la fin au président. C'est toujours les présidents qui concluent. On va lui donner une carte blanche, sans doute, comme à la grande télé. Le président Donatien de Bourgard. Alors Donatien, tu es vraiment concerné par la question parce que tu es entraîneur, né dans le milieu, passionné. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire aux jeunes qui veulent s'installer que malgré toutes les difficultés qu'il y a, malgré les baisses d'allocations qui nous sont malheureusement promises, malgré tout, les courses peuvent s'en sortir? Nous, on y croit vraiment, sinon on ne serait pas là. Comme disait Pierre tout à l'heure, il y a une très bonne dynamique au sein d'Equistratis. On a une très bonne équipe qu'on a sélectionnée et qui travaille dur. Donc oui, on garde quand même un peu d'optimisme, sinon on aurait posé les mains il y a bien longtemps. Donc non, on y croit. Maintenant, c'est vraiment dommage que la réaction, par exemple, enfin pas d'Equidia, mais des sociétés mères, là, en l'occurrence, ce pourquoi on est là ce soir. Et si ça serait dommage de nous barrer trop la route, même si j'aime bien l'obstacle, je pense que on travaille dur et c'est quand même dommage que tous ces bénévoles travaillent dur et qu'on soit bloqué par les présidents qui trouvent pas a priori les solutions, en tout cas pour sortir de la crise. Donc on travaille, on est là pour les aider, qu'ils nous ouvrent leurs portes au contraire et qu'ils nous écoutent, peut-être ce serait une bonne idée. Et merci à France Cyr parce que sinon on n'aurait pas pu communiquer ce soir. On est là pour ça. On est là pour donner la parole à des gens qui y croient et à toutes les personnes qui sont là autour. Je vous rappelle, il y a de nombreuses personnes du trot, des personnalités du trot et du galop. Charles Emery, Monsieur Boucret, Thierry Duvestin. Je ne vais pas tous les citer. Marius Cyprès, évidemment, on parle du galop, de l'obstacle. Et puis Pascal Berthoud. Et puis les personnes que vous avez vues justement intervenir. Monsieur Morino, Franck Morino. Jean-Philippe Monclin qui nous a rejoints aux côtés de Mathieu Abrivard et Pierre Belloche. C'est le moment de se quitter. Anne-Marie Poirier aussi, mais bien sûr ma belle-sœur qui est vice-présidente. C'est le moment de se quitter après cette émission que vous pourrez voir et revoir, bien sûr en différé. Et je ne doute pas que c'est une émission qui sera longuement et dans le détail discutée. L'objet sans doute de nombreux débats. Vous n'êtes absolument pas obligé d'être d'accord avec ce qui a été dit. Vous avez peut-être plein d'éléments à ajouter, à commenter. Eh bien, je pense que c'est l'heure, c'est le moment. D'abord, bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, et puis évidemment sur les hippodromes avec la parole directe pour parler de l'avenir des courses et des propositions que fait Equistratis et dont je vous rappelle qu'elles seront
livré par écrit de façon détaillée avec un dossier de 40 pages, hein, sans images, écrit en tout petit, mais avec des graphiques, le 15 juillet. D'ici là, à très bientôt et bon débat. Au revoir.